cette première table ronde va parler de la protection sociale et la couverture sociale dans nos pays d'Amérique latine et Caraïbes et aussi les croisés avec l'Europe, avec la France. Donc, on a des défis communs. Comment on peut couvrir l'ensemble des populations, avec quel type de services, de quelle manière, avec la protection sociale contributive et non contributive, avec quels outils des politiques publiques. Et l'idée de cette première table ronde, c'est de discuter, de penser, de réfléchir ensemble comment nous allons faire face à ces défis. Il y a un constat, comme le disait Blandine Destremo en introduction, il y a un vieillissement brutal de la population en Amérique latine et Caraïbes. C'est un constat déjà, c'est une réalité aussi en France. Donc le vieillissement des populations en France et en Europe est déjà pressant. On a essayé bien que mal à répondre à ces défis avec des programmes, avec des outils de politique publique, avec des stratégies. Mais l'idée, c'est vraiment pouvoir apprendre mutuellement sur cette manière de concevoir les contrats sociaux, la couverture sociale dans nos pays. Donc pour cette première table ronde, il y a Madame Anne Lavigne, professeure des sciences économiques à l'Université d'Orléans. On va donner la parole aux intervenantes et intervenants pendant 10 minutes. Et après, on va faire des questions. Évidemment, on va revenir vers vous pour échanger avec vous. Déjà, pour que vous puissiez vous réveiller. Mais ensuite, pour qu'on puisse échanger et discuter ensemble de ces sujets. Madame Anne Lavigne, s'il vous plaît. Il y aura, pardon, petite note, il y aura 3 interventions en français et 2 interventions en espagnol. Donc, prenez-vous bien les casques. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Si c'est à moi d'actionner pour avoir le... OK. Donc, je suis Anne Lavigne, je suis professeure à l'Université d'Orléans. Je m'exprime en mon nom personnel sans engager les institutions auxquelles je suis affiliée. Donc, je suis aussi membre du comité de suivi des retraites en France et membre du conseil d'administration de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, qui est le fonds de pension qui gère une partie des cotisations des fonctionnaires en France. Donc, les organisatrices du colloque m'ont demandé de faire un petit état des lieux de l'Europe des retraites. Et en gros, le message, c'est qu'il n'y a pas une Europe des retraites, il y a autant de systèmes de retraite que de pays en Europe. Et évidemment, cette diversité, elle va se refléter dans les différents indicateurs qui permettent de mesurer les performances des systèmes de retraite. Donc, en gros, on a une architecture des systèmes de retraite obligatoires. Je laisse de côté les régimes de retraite facultatifs, essentiellement des régimes d'épargne retraite, hein, qui se composent de, en gros, 2 étages. Un étage qui est nécessairement public, et puis un étage qui peut être soit privé, soit public. Et donc, dans les différents pays, donc ici, je n'ai pas retenu la totalité des pays européens, mais les pays qui sont suivis en France par le Conseil d'orientation des retraites, donc il y a 7 pays dont le Conseil d'orientation des retraites suit à la fois l'architecture et les performances. Et donc, on voit que les systèmes de retraite sont très divers parce qu'il y a certains pays qui s'attachent essentiellement à définir un système de protection, de couverture qui est forfaitaire. Je pense notamment aux Pays-Bas, mais également dans un pays d'Europe qui est le Royaume-Uni, qui a quitté l'UE 27. Là aussi, on a un système de retraite qui donne la même pension à tout le monde, donc plutôt une couverture universelle avec une pension qui est identique pour tous. Et puis ensuite, on a des systèmes dans lesquels on a des objectifs qui sont plutôt rétributifs, à savoir le fait que, eh bien, quand on arrive à la retraite, on a une pension qui dépend en gros du niveau de revenu quand on était actif. Et puis enfin, vous avez des systèmes qui sont plutôt contributifs avec
l'idée que la pension, elle dépend directement du niveau de cotisation qu'on a versé. Et donc, dans les systèmes qui sont essentiellement contributifs, vous avez plutôt les systèmes dans lesquels la retraite est gérée par capitalisation. Je pense notamment aux Pays-Bas, qui est assez représentatif d'un système dans lequel on a à la fois une couverture forfaitaire dans le premier étage et puis une couverture qui est en capitalisation proportionnelle aux cotisations. Je m'aperçois que la diapositive est un peu déformée, alors avec des colonnes qui ont bougé. Bon, c'est pas très très grave. Donc tout ça pour dire que on a des systèmes qui sont vraiment très différents, à la fois dans les techniques d'acquisition des droits. Des régimes en annuité dans lesquels le niveau de pension dépend du salaire qu'on avait eu pendant l'activité, ou des régimes maintenant qui se développent dans un certain nombre de pays européens qui sont des régimes en compte notionnel dans lesquels l'acquisition des droits dépend des cotisations qu'on a versées, avec une règle d'équilibre actuariel entre globalement les cotisations qu'on a versées pendant sa vie active et puis globalement le montant de pension qu'on perçoit quand on est à la retraite. Voilà. Donc on a vraiment une très grande diversité des systèmes de retraite qui rend finalement assez compliqué la comparaison de ces systèmes déjà au sein d'une région européenne qui est plutôt relativement homogène. Alors tout ça conduit à des niveaux de structure de dépenses qui sont très différents d'un pays à l'autre. Donc ici, il y a les pays. Alors là aussi, il y a eu un petit saut. Bon, les pays ont été classés par nom de pays sur l'axe horizontal. Je ne sais pas pourquoi ça a sauté dans la présentation. Ce qu'on voit quand même sur cette diapositive, c'est que vous avez des pays, notamment je pense à l'Italie et la France, qui ont des niveaux de dépenses de retraite par rapport au PIB qui sont relativement élevés. La deuxième barre, donc c'est l'Italie avec 17,1%, et la quatrième barre, c'est la France avec 15,2%. Et puis, vous avez à droite du graphique des pays dans lesquels le montant des dépenses de retraite par rapport au PIB est plutôt proche de 10%. Et puis, vous avez des niveaux de dépenses qui sont publiques, qui sont très importants. La France est assez emblématique de ces pays. Et puis, à droite du graphique, vous avez le Royaume-Uni sur les deux avant-dernières, enfin les deux barres, enfin, bon, les 13 et 14, voilà, c'est le Royaume-Uni en 2000 et en 2020, et puis tout à droite, c'est les Pays-Bas en 2000 et 2020 également, et donc là, on voit que on a des dépenses privées qui sont relativement importantes par rapport à d'autres pays du continent. Également, les pays diffèrent beaucoup par les âges légaux de départ à la retraite. Les âges légaux sont en fait assez peu informatifs. Ce sont des âges d'ouverture des droits, mais dans tous les pays, il existe des âges dérogatoires. Donc, on a bien un âge légal d'ouverture des droits, mais on a des exceptions selon les durées de carrière, selon l'âge d'entrée dans la vie active, qui rend en fait ces comparaisons assez peu facile à faire. On voit que effectivement la France est un des pays dans lesquels, et c'est assez reconnu sur le plan international, l'âge d'ouverture des droits est plutôt faible en comparaison internationale, mais si on regarde l'Italie telle qu'elle apparaît sur le graphique, on a l'impression qu'en Italie, l'âge de départ est extrêmement élevé, de 67 ans à l'heure actuelle, mais malgré tout, il y a des âges dérogatoires. Donc, c'est assez peu informatif sur à quel âge les gens partent effectivement à la retraite. Et en gros, peut-être qu'un indicateur pertinent pour notre sujet, c'est la durée espérée de retraite. Et là, on voit qu'il y a aussi une grande diversité de durée espérée de retraite, c'est-à-dire l'âge à partir la durée à partir de laquelle on prend sa retraite, ce qui nous laisse
X années de temps à passer à la retraite. On voit que dans un pays comme l'Allemagne, cet âge est plutôt faible et cette durée est plutôt faible, alors qu'elle est très élevée en France, qui quand même coïncide avec le fait que, en moyenne, les Français partent à la retraite plus tôt que dans les autres pays européens. Également, les performances des systèmes de retraite sont très différents, avec des taux de remplacement qui sont très différents d'un pays à l'autre. Vous avez des pays dans lesquels les taux de remplacement, c'est-à-dire la pension moyenne rapportée au salaire moyen, est plutôt faible. Et là, je pense à la Belgique, qui a des taux de remplacement qui sont faibles, alors que ces taux de remplacement sont plutôt élevés en Espagne, mais aussi avec une diversité. Et en fait, regarder les taux de remplacement des pensions n'est pas un indicateur du niveau de vie. Et effectivement, quand on s'intéresse au niveau de vie, c'est-à-dire à la fois aux revenus qu'on peut avoir quand on est à la retraite, qui est issu du système de retraite, mais aussi aux autres revenus, qu'il s'agisse de revenus d'activité, parce qu'il y a des seniors qui continuent de travailler, mais également des revenus de capital, on voit que là aussi, on a des niveaux qui sont différents d'un pays à l'autre, mais qui sont relativement homogène, avec des pays comme la France où les retraités ont un niveau de vie à parité avec celui de l'ensemble de la population à peu près, et puis un pays comme la Belgique qui, d'une certaine manière, préfigure ce que sera la France peut-être dans une cinquantaine d'années. Et enfin, pour finir, des écarts de pension, puisque c'était un des sujets qui va guider l'ensemble de ces deux journées, des écarts de pension qui sont en moyenne en baisse dans tous les pays européens. Donc si on compare les différentes années, donc la première barre c'est 2014 et la deuxième barre en sombre c'est les dernières de 2022. Donc l'écart entre les femmes et les hommes, donc les pensions sont en moyenne plus faibles, de l'ordre de 25%. En Belgique, et puis les pays sont classés. Le pays qui est le plus à droite du graphique, ce sont les Pays-Bas. Et donc ce qu'on voit, c'est que globalement, entre 2014 et 2022, on a une baisse des écarts de pension entre les femmes et les hommes, mais on ne voit pas de convergence au sein des pays européens. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Lavigne. Merci beaucoup por cet éclaircissement. On voit déjà les rapports, les questions des genres sur la différence des retraites entre les femmes et les hommes. Ahora vamos a dar paso a la señora ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social de Costa Rica, doña Yorleni León Marchena, que nos va a comentar la situación actual en Costa Rica y, evidentemente, los retos a futuro. La intervención de Madame la ministra será en español. Gracias. Alfonso, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por esta grata y muy agradable invitación, muy particularmente al gobierno de Francia por acogernos durante esta semana acá, y un cordial saludo de parte del gobierno de la República de Costa Rica, particularmente del señor canciller y también del señor presidente de la República. Cuando tengo la oportunidad de asistir a estos eventos, una de las cosas más gratificantes es recordar que en la conversación del tema de los cuidados no estamos solos, ¿verdad? De repente nos quedamos a lo interno del país y creemos que eso que está pasando ahí solamente nos pasa a nosotros, no le pasa a nadie más. Pero cuando tenemos la oportunidad de salir y de conversar con muchos otros colegas de otros países, nos damos cuenta de que esta es una de las conversaciones más recurrentes que tenemos, creo yo, en todo el mundo en este momento, y particularmente en Latinoamérica por las altas tasas de envejecimiento y muy particularmente por esa aceleración tan fuerte que tiene el envejecimiento en Latinoamérica, y en Costa Rica es un caso particular. Nada más para que tengan una idea, Costa Rica en el año 2045, que está a la vuelta de la esquina, va a tener la mitad de su población que hoy tiene, va a ser adulta mayor. Y desde ya tenemos tasas de natalidad negativas. Esto, por supuesto, que nos pone entonces en un
un tema muy complejo, no solamente desde el punto de vista de cómo garantizar condiciones de bienestar para esa población adulta mayor, sino también cómo sostener al país desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de su crecimiento, con un país que envejece y con una población, con niños y niñas que nacen en muy baja escala. Entonces, esto me parece a mí que es una de las discusiones más fuertes que el país ha tenido en los últimos tal vez 40, 50 años. Nunca nos habíamos enfrentado a una discusión con la magnitud y con la cantidad de efectos que puede tener en el resto del sistema de desarrollo del país. Y por esa razón es que todos los días me acuesto sin dormir pensando cómo vamos a resolver semejante problema. Nuestro país, les cuento, además de tener estos indicadores de envejecimiento, es un país que tiene una condición de pobreza entre el 20 y el 21% de nuestra población es pobre. De esta, más o menos un 7% se encuentra en condición de pobreza extrema. Y en el 2022, Costa Rica creó una ley que nosotros llamamos la Ley del Sistema Nacional de los Cuidados y de los Apoyos. Es la primera ley que tiene el país en términos de ir actuando, de ir articulando entonces todo el aparato social en función, todo el aparato institucional en función de este gran desafío. Adicional a esos antecedentes le agregaría uno que es muy importante. Costa Rica desde el año 2018 está en un proceso de mejorar sus finanzas públicas. Habíamos llegado a un nivel de endeudamiento más o menos de un 68% del Producto Interno Bruto y hemos venido paulatinamente a través de una ley que nosotros llamamos Ley de Reforma Fiscal a un endeudamiento más o menos de un 60% en ese momento. Eso significa que todas las instituciones del aparato estatal estamos también dentro de una camisa de fuerza desde el punto de vista presupuestario y esto le agrega entonces más ingredientes. ¿Cuáles son las dificultades más importantes que nos hemos encontrado a lo largo del 2022 para acá cuando empezamos a implementar esta ley del CINCA? Una que a ustedes les parecerá que no debería ser una dificultad, pero que para nosotros sí lo ha sido, es entender el tamaño del desafío. Entender ese desafío y entender el tamaño del desafío ha sido una discusión permanente en los últimos 2, 3 años, ¿verdad? Por las implicaciones que inicialmente les comentaba. ¿Qué va a pasar con el crecimiento económico del país? ¿Qué va a pasar con la educación en el país? ¿Qué va a pasar con los diferentes sistemas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Esta es la pregunta recurrente que nos hemos hecho, pero entenderlo no ha sido sencillo. A pesar de que estamos hablando de autoridades de gobierno y demás, pero al ser una situación nueva en el país, nos ha tomado más tiempo del tiempo que creíamos poder entenderlo. Porque esto no se trata solamente de garantizar un bienestar para los adultos mayores, sino también se trata de qué va a pasar con el resto del país como un todo. Entonces, poderlo entender, medir la magnitud de esta situación para Costa Rica no ha sido fácil. Y repito, nos ha costado más de lo que creíamos. Y por esa razón, para mí, ese ha sido uno de los desafíos más importantes que ha tenido nuestro país. El otro gran desafío que ha sido es, una vez que se creó la ley crea un sistema. Y empezar a trabajar desde las instituciones con una lógica de sistema tampoco ha sido fácil. Costa Rica es un país con una gran cantidad de instituciones públicas, pero estas instituciones públicas están acostumbradas o estamos acostumbradas a trabajar de manera individual, de manera independiente. Y de repente hay una ley que nos dice, no, ya no lo puede usted hacer sola, ahora tiene que hacerlo de manera conjunta. Y lograr este cambio ha sido realmente significativo. Nuevamente han sido cambios a nivel de cómo manejar presupuestos compartidos, cómo manejar metas compartidas, cómo manejar programas de forma compartidos. Y esto ha significado incluso cambios en la normativa del país, en leyes, en reglamentos, en decretos, porque anteriormente
todos funcionábamos de manera muy individualizada. Y el sistema nos dice, no, ya no lo puede hacer así, ahora tiene que hacerlo de manera colectiva. Entonces ustedes entenderán, ¿verdad?, que aquí hay también toda una discusión de egos, ¿verdad?, de mi institución, mi presupuesto, mi meta, y compartirlo no ha sido un asunto sencillo. Ha pasado, creo yo, por un proceso también de transformación cultural interinstitucional, de poder llegar hasta ahí. Todavía no lo hemos logrado. Todavía nos cuesta, ¿verdad? Todavía discutimos, todavía tenemos nuestras situaciones, pero poco a poco hemos ido logrando hacer este cambio en la forma en la que estamos acostumbradas a trabajar en el sector social. Y hemos hecho una gran apuesta, entonces, bajo esta lógica de sistema, en articular toda la oferta que el país ha venido creando en los últimos años para el sistema de protección social vinculado con el envejecimiento. Porque si bien es una discusión muy fuerte ahora, porque si bien tenemos una ley desde hace 2 años, lo cierto es que Costa Rica también desde hace muchos años ya tenía una serie de servicios, de productos muy marcados para la población adulta mayor, sin estar dentro de una lógica de que esto eran productos o estos eran servicios vinculados con el tema de los cuidados, con el tema del envejecimiento. Entonces, agarrar esa oferta que hoy está suelta por todos lados, por todas las diferentes instituciones públicas y privadas, meterla dentro de un solo flujo, pero sobre todo entender que ese servicio tiene que estar bajo una lógica de los cuidados, tampoco ha sido fácil. Es uno de los desafíos más importantes que hemos tenido. Por ejemplo, el tema de la salud, ¿verdad? Entender que la salud no es, que la atención de la salud no es cuando pongo un pie en una clínica o en un hospital, sino que se da mucho antes, ¿verdad? Entonces, este tipo de cambios ha sido importante dentro de la institución. En esas dificultades iniciales, una de las propuestas también que hemos planteado para ir facilitando el proceso ha sido el uso de un único instrumento para la medición de la dependencia. Y ese un único instrumento, por supuesto, que ha chocado contra esa dinámica de trabajo disperso de las instituciones, de sistemas dispersos dentro de la oferta institucional, y entonces lograr entender que vamos a tener un único instrumento que nosotros llamamos baremo, ¿verdad?, que vamos a utilizar un único instrumento, que ese será el único instrumento legalmente establecido para poder asignar beneficios a una población determinada, ha sido uno de los grandes desafíos. Todas las instituciones querían tener sus propias preguntas en el baremo, lo cual no era posible, ¿verdad? Teníamos un baremo como de 500 preguntas al final. Todas las instituciones querían tener sus propios enfoques dentro del baremo. Entonces, poder ir limpiando, ir haciendo ese ejercicio de limpiar esto sí, esto no, por qué esto sí, por qué esto no, esto me sirve a mí, pero también le sirve a la otra institución y demás. Fue un proceso que nos tomó aproximadamente 14 meses de trabajo permanente con las diferentes instituciones. Hasta finalmente, en noviembre del año pasado, logramos aprobar por decreto de la República este instrumento y empezamos en diciembre mismo del año pasado a utilizar esta herramienta. Aunque todo esto suena sencillo y demás, no ha sido tan fácil como les comentaba. Y una de las preguntas más intensas alrededor de estas dificultades iniciales con las que nos hemos topado es ¿qué de todo lo que ya el país tiene, que desde hace mucho rato ha venido construyendo, que son realmente servicios de cuidados? Porque también nos dimos cuenta que teníamos una gran cantidad de servicios, pero que no todos están vinculados con esa lógica de servicios de cuidados que ahora estamos planteando. Y entonces esto nos ha llevado a un segundo paso, y ese segundo paso es, además de identificar qué tenemos, empezar a depurar lo que tenemos y a crear productos
más desde la lógica de lo que realmente le puede servir a la persona adulto mayor. Iniciar un sistema de cuidados también como el nuestro, como el que les menciono, que creamos a través de una ley de la República, sin funcionarios y sin presupuestos, sin infraestructura, tampoco ha sido un desafío sencillo. Sin embargo, logramos hacerlo y hoy opera como una de las secretarías técnicas, creo yo, mejor que tenemos en el país. Más o menos tenemos unas 8 secretarías técnicas y esta me parece que es una de las que mayor y mejor funciona. ¿Cuáles son de los retos más importantes que tiene Costa Rica en este tema de la atención de los cuidados? Uno de los temas más importantes es incorporar el tema sociosanitario a este tema de los cuidados, ¿verdad? En Costa Rica tenemos una institución muy, muy fuerte que se llama Caja Costarricense del Seguro Social. Es la institución que presta los servicios públicos de atención. Nosotros tenemos un sistema de cobertura universal en el país, pero esta institución tiene una autonomía constitucional. Eso significa que le permite tomar sus propias decisiones, toma sus propias decisiones. Entonces, incorporar el sistema sanitario a la propuesta de atención de personas en condición de dependencia o de adultos mayores en general no ha sido sencillo. Esta ha sido una conversación que hemos mantenido a lo largo de muchísimos meses. Poco a poco hemos ido avanzando en algunas cosas, pero diría yo muy tímidas y muy pocas para la importancia que tiene el de contar, en el caso nuestro, en el CINCA, con este sistema de atención sanitaria. Lo otro importantísimo, y supongo yo que también es un gran desafío para muchos de sus países, es el tema de lo financiero, los presupuestos. No solamente no tenemos presupuesto para atender este tema, ¿verdad? Este nuevo concepto que tenemos o este nuevo enfoque que tenemos en el aparato institucional, sino que además es un presupuesto que compite con los otros ya presupuestos ajustados en un país donde no tenemos la universalización en la mayoría de los servicios de promoción y de protección social que tenemos. No porque no queremos hacerlo, absolutamente, estaríamos felices de poder hacer eso, sino porque los recursos financieros no permiten cubrir esa universalización. Entonces tenemos todo un sistema de protección social que compite uno a uno todos los días con los presupuestos de las otras instituciones y de los otros programas y servicios que como Estado presentamos. Y finalmente, uno de los desafíos más importantes es el uso de instrumentos que nos permitan cada vez tener una mayor trazabilidad, una mejor información sobre todas las prestaciones que se damos. En este caso, Costa Rica tiene un sistema que se llama Sistema de Registros Sociales, que nosotros llamamos SINERUVE. Este SINERUVE nos permite, es una gran plataforma donde ingresa una cantidad de información, tanto de registros administrativos como de datos que se levantan en campo, que nos permiten entonces generar clasificaciones para las personas y clasificaciones para los hogares. Nos permite ordenar la fila y nos permite priorizar la fila, que cuando los recursos son insuficientes, estas dos variables son variables muy, muy relevantes. Pero meter a la institucionalidad en el uso de este tipo de herramientas ha sido un reto y es un reto significativo, particularmente en los últimos dos años. Yo agregaría como retos finales que tiene el tema en Costa Rica es esa nueva cultura que introduce el CINCA, que tiene que ver con esa lógica de trabajo conjunto, de trabajo compartido y no de trabajo individual. Por supuesto, el tema del presupuesto, como lo acabo de mencionar, y alcanzar grandes niveles de uso de instrumentos como el baremo y como uso del instrumento de los registros sociales en el país. Esos son 4, creo yo, de los principales retos que tiene Costa Rica para sacar adelante este gran tema de los cuidados, que repito, es un tema que cuando estoy fuera del país me doy cuenta que no es solamente nuestra conversación en Costa Rica, sino también es la conversación de muchísimos otros países. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra, por también mostrar desde la perspectiva país, desde la gestión pública, cuáles son los retos, cómo lo financiamos. Evidentemente necesitamos tener jubilaciones, pensiones dignas, necesitamos tener sistemas de cuidados que permitan
dar un bienestar a la población, pero está la otra cara de la moneda, cómo lo pagamos en ese sentido, ¿no? Y es el reto que tiene la gestión pública de encontrar las soluciones para mantener también el contrato social. Muchas gracias. Le damos ahora la palabra al señor Anthony Marino, jefe de la Oficina de Pensiones de la Dirección de Investigación, Estudios, Evaluación y Estadísticas de Francia, la DRES. Muchas gracias, señor Marino. Por favor. Bonjour. Voilà, ça marche. Intervention en français. Oui, je vais m'exprimer en français. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux, très honoré de pouvoir intervenir. Donc, je suis le chef du bureau des retraites à l'adresse. Donc, l'adresse, c'est le service statistique qui recueille, c'est le service statistique qui s'occupe de toutes les thématiques sociales et sanitaires, donc politique de santé et de solidarité. Et plus spécifiquement, au bureau retraite, on s'occupe de produire toutes les statistiques et études relatives à la retraite et surtout tout régime. En France, le système de retraite est très éclaté. Vous avez des caisses de retraite pour les fonctionnaires, pour les libéraux, pour les agriculteurs, pour le privé, et etc., etc. Et nous, on fait un peu la synthèse tout régime. Donc, je vais vous parler du minimum vieillesse en tant que tel. Oula oui, effectivement, il y a eu des petits sauts dans les slides. Le minimum vieillesse, c'est un des minima sociaux qui existe en France. Donc, en tant que tel, c'est pas de la retraite, c'est-à-dire qu'on sait pas en contrepartie de cotisation retraite, mais c'est un minimum social. Et le plus ancien minimum social qui a été créé en 1956, qui vise à garantir un niveau minimal de ressources pour les personnes âgées, en l'occurrence de plus de 65 ans. En l'occurrence, le principe, c'est de dire, vous avez plus de 65 ans, on s'engage à ce que vous n'ayez pas moins de temps, en l'occurrence 1 000 € pour une personne seule, 1 500 € si vous êtes à deux. Et donc, si vous êtes en dessous au niveau de vos ressources, donc essentiellement des pensions de retraite, on vous versera le complément. Donc, ce minimum vieillesse, qui est donc le plus vieux minimum social, en 2022, ça concerne un peu moins de 700 000 personnes sur une population de 65 millions de Français et 17 millions de retraités. Pour avoir un ordre de grandeur, il y a 17 millions de retraités et 700 000 personnes qui touchent le minimum vieillesse, et ça représente une dépense d'environ 4 milliards d'euros. Donc, ce minimum social, il contribue beaucoup à réduire le taux de pauvreté pour les personnes retraitées. Et j'insiste sur un point, ça se distingue d'une autre logique qui sont des minimums de retraite, des minima de pension, où on dit vous êtes salarié du privé, fonctionnaire, vous avez travaillé tant de temps, cotisé tant de temps, on s'engage à ce que vous ayez pas moins de temps. Là, la logique, elle est différente, c'est un minimum social, et donc en fait, on ne s'intéresse même pas de savoir si vous avez cotisé à la retraite, on vous garantit ce niveau de ressources-là. Et donc en fait, il y a une grande différence. Ce n'est pas vraiment de la retraite au sens strict, mais c'est à prendre en compte dans le niveau de vie des pensionnés. Et donc, en fait, il fallait retenir la différence entre le minimum vieillesse, sa logique, et celle des minima de retraite, ou même la retraite au sens large, c'est que le minimum vieillesse, donc, ça relève de la solidarité. Et donc, c'est de la solidarité, ce qui veut dire que c'est pas versé, financé sur la base de cotisations, ce sont des impôts derrière, qui acquittent tout le monde, et il y a une caisse isolée, qui s'appelle le Fonds de solidarité vieillesse, mais c'est pas peu importe son nom, c'est cette caisse-là, elle finance ça. Donc, ce n'est pas une caisse de retraite, on s'en fiche de savoir si vous êtes du privé, public, indépendant. Il y a une caisse qui va vous rajouter le delta qui vous manque pour avoir le niveau minimum de pension. Donc, c'est vraiment une logique universaliste totale. Il n'y a pas besoin d'avoir cotisé à la retraite, ce n'est pas le sujet. En revanche, contrairement à la retraite, il y a des conditions de résidence. Et une autre logique différente, c'est qu'on regarde vos ressources au niveau du couple. À la retraite, la dimension couple, elle intervient plus tard, quand l'un des deux décède et génère éventuellement une réversion. Mais là, le minimum vieillesse, et on regarde, est-ce que vous êtes en dessous de ce seuil-là, et on regarde le niveau de revenu au niveau du couple. Donc, cette courbe, elle représente donc en bleu, vous pouvez voir le nombre de personnes qui bénéficiaient du minimum vieillesse commence à évoluer dans le temps. Donc, ce qui est assez frappant, c'est que le nombre de personnes a tendanciellement diminué. Et ce n'est pas uniquement dû à des tailles de cohorte, qu'il y ait plus de personnes de telle génération, parce que même si on rapporte à la proportion de personnes potentiellement concernées, c'est-à-dire grosso modo les 60 ans et plus, si on regarde en rouge, ou même 65 ans et plus, si on regarde en vert, la tendance décroissante, elle est toujours là. Et donc, en fait, des années 60 au début des années 2000, il y a eu une baisse tendancielle, donc de moins en moins de personnes qui bénéficiaient du même vieillesse. Et donc, c'est plus le voir comme une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une période pendant laquelle le système de retraite s'est développé, les niveaux de retraite se sont améliorés pour deux raisons essentiellement. Je résume un peu brutalement, c'est-à-dire qu'il y a des régimes complémentaires, comme l'a dit Anne, il y a plusieurs étages de retraite, et certaines corporations professionnelles ont créé des complémentaires qui n'existaient pas avant, donc se sont ajoutés des niveaux de pension, donc il y a moins de personnes qui touchent le minimum vieillesse parce qu'elles dépassent le seuil, et aussi
les femmes ont progressivement amélioré leur droit à la retraite en travaillant plus, même si malheureusement il subsiste, comme on l'a dit, un écart de pension. Donc pendant 40-50 ans, on avait une diminution du nombre de personnes MVS, et la nouveauté, c'est que depuis les années récentes, on voit que le nombre de personnes qui bénéficient de ce dispositif remonte progressivement. Et on va essayer de s'interroger pourquoi, et à la fin de mon intervention, je donnerai une des pistes d'explication. Donc, une des raisons pour lesquelles le minimum vieillesse, le nombre de personnes augmente dans le passé récent, c'est en fait dans quelle mesure ce seuil-là, ce niveau-là, augmente ou pas plus vite ou moins vite que le niveau des retraites. Les retraites, elles suivent le niveau de l'inflation. Donc, en bleu, vous avez un peu le niveau de l'inflation et vous voyez le boom de 2021-2022, la hausse de l'inflation sur les années récentes. En violet, vous avez l'évolution de revalorisation des retraites qui suit l'inflation. Grosso modo, je ne rentre pas dans les détails sur les années récentes, c'est juste qu'on fait l'inflation de l'année passée ou l'inflation de l'année en cours, ce n'est pas trop le sujet. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'il y a eu une volonté des politiques publiques entre 2009 et 2012, puis entre 2017 et 2020, d'augmenter le minimum vieillesse, que ce soit pour une personne seule, en rouge, ou au niveau du couple. Donc on voit qu'en fait, il y a eu ces coups de pouce. Et quand vous faites des coups de pouce au minimum vieillesse, donc c'est un levier important pour réduire le taux de pauvreté des retraités, petit 1, vous rajoutez des ressources à des personnes qui l'avaient déjà, et puis vous faites rentrer des nouvelles personnes dedans parce qu'elles étaient au-dessus de l'ancien seuil, et elles atterrissent en dessous du nouveau seuil. Donc, il y a 4,4% des personnes de plus de 65 ans qui bénéficient du minimum vieillesse. Si on regarde dans la proportion par âge, il y a quand même des disparités. On voit que le gros du bataillon des personnes concernées, on les voit surtout entre 60 et 75 ans, vu que ça concerne à ces tranches d'âge-là 4,8 et 4,5%. Une petite précision, on voit qu'il y a quelques personnes âgées de moins de 65 ans qui peuvent en bénéficier parce que le législateur a prévu le fait que si vous êtes inapte, invalide, c'est-à-dire qu'on considère que vous êtes dans un état de santé dégradé, on ne va pas vous faire attendre 65 ans. Et peut-être une particularité importante, si on regarde les femmes, on voit que la proportion de femmes concernées augmente aux âges élevés, et c'est un des points importants, bien au-delà du seul minimum vieillesse, c'est la situation de ces femmes-là. Ce sont des femmes des générations anciennes, donc qui ont malheureusement acquis assez peu de droits à la retraite, donc soit elles ont une petite retraite, soit si elles sont veuves, elles ont la réversion de leur époux décédé, mais ce n'est pas du niveau d'une retraite de droit propre. Et donc, on voit qu'il y a un peu plus de femmes aux âges élevés qui sont concernées par ce dispositif. Et donc, je parlais justement de réversion. Donc, ça existe en France, mais ça existe dans la plupart des pays. Donc, grosso modo, vous cotisez dans vos caisses de retraite, quelles qu'elles soient, vous acquérez une retraite qu'on dit propre, c'est la vôtre. Mais si vous décédez, vous avez un époux ou une épouse, donc c'est une condition de mariage, vous pouvez générer une réversion. Et donc ça, c'est un des leviers qui fournit des ressources à des femmes d'âge élevé, mais en général, elles ont plutôt des droits propres plutôt faibles. Et donc, si on essaye de regarder qui sont les personnes qui ont le minimum vieillesse, est-ce que c'est des personnes... En fait, il y a 4 types de personnes. Il y a des personnes qui ont que leur retraite à eux, point. Il y a des personnes qui ont leur retraite à eux plus une réversion. Il y a des personnes qui ont qu'une réversion, donc c'est plutôt des femmes. Et puis enfin, vous avez une dernière catégorie de personnes, c'est les personnes qui n'ont rien. C'est-à-dire qu'en fait, eux, elles n'ont aucun droit à la retraite. Et donc, ce qu'on peut voir sur ce tableau, c'est que vous avez 12% de personnes qui ont le minimum vieillesse, c'est juste parce qu'elles n'ont aucune retraite, ni la leur, ni celle de leur conjoint décédé. 70% des personnes ont juste leur propre pension, et 12% et 5% des personnes ont uniquement une réversion. Et si on regarde, toujours pour les femmes, ce qu'on peut voir, c'est que les femmes bénéficiant du minimum vieillesse, on en voit davantage dans les femmes qui sont plus âgées et qui ont juste comme seule ressource la réversion de leur conjoint. Ça, c'est la photo aujourd'hui. Dans 30-40 ans, ce ne sera plus forcément vrai, parce que les femmes ont acquis davantage de droits à la retraite et disposeront plus fréquemment de leur propre pension. Et là, je vais peut-être conclure par un point qui nous semble important. Donc, c'est une étude qui a été menée à l'adresse. Le minimum vieillesse, il a une particularité. Ce n'est pas le seul minimum social, mais il faut le demander pour l'avoir. On dit que c'est quérable. Donc, si vous ne le demandez pas, vous ne l'avez pas. Et une des préoccupations majeures relatives au minimum vieillesse, mais à d'autres sujets, le revenu de solidarité active, voilà, d'autres sujets, c'est de se dire, est-ce que les gens
ont conscience, savent qu'ils peuvent prétendre à ce dispositif parce qu'en fait, des gens s'assoient, entre guillemets, ne demandent pas, ne réclament pas leurs droits. Donc on a mené une étude pour essayer de quantifier quelle est la proportion de personnes qui pourraient avoir droit au minimum vieillesse et qui n'y a pas recours. Et donc, bon, l'étude, je rentre pas dans les détails, on a pu faire l'étude pour les données dont on dispose uniquement pour les personnes célibataires. Il ne nous a pas été possible d'estimer pour les couples, mais pour les personnes célibataires, c'est quand même 70% des gens, 50% des personnes célibataires qui pourraient avoir le minimum vieillesse, compte tenu de leurs conditions de résidence, de leur niveau de revenu, ne le demandent pas. Donc c'est quand même un problème important. Et évidemment, ce qu'on essaie de voir, c'est au-delà de ce 50%, qui sont ces personnes et c'est quoi le montant de pension, le montant, je vais faire un lapsus, ce n'est pas une pension, le montant de prestation auquel ils renoncent. Et donc sur ce graphique, on peut voir que grosso modo, donc 50% de personnes ne demandent pas leur minimum vieillesse. C'est le cas de 77% des personnes pour qui le montant serait inférieur à 100 €. Grosso modo, plus le minimum vieillesse auquel vous pourriez avoir droit est élevé, plus vous avez tendance à le demander, ce qui paraît assez logique. Il y a ça remonte un peu sur la droite pour les montants très élevés. C'est une petite limite méthodologique de l'étude sur laquelle je pourrais revenir, mais le message qu'il faut retenir, c'est qu'une personne célibataire sur 2 ne demande pas son minimum vieillesse parce qu'elle ne le sait pas, parce qu'elle ne veut pas le demander pour des raisons personnelles. Et pour un dernier point sur lequel je conclurai. Donc voilà un point qui nous a semblé important. Donc ça, c'est le combien. Et après, c'est qui ces personnes qui ne demandent pas leur minimum vieillesse? C'est plus souvent des femmes. Donc 67% des personnes célibataires qui ont le minimum vieillesse sont des femmes et 74% ne recourent pas. Donc davantage de femmes n'y recourent pas. C'est plus souvent encore des femmes qui n'ont qu'une pension de réversion. Donc ça, c'est encore un sujet. Donc potentiellement dans les générations les plus âgées, puisque une réversion, c'est que vous soyez veuve. Donc, comme c'est des personnes qui plutôt pourraient prétendre un petit montant de minimum vieillesse, c'est qu'en général, elles ont plutôt des pensions de retraite moins mauvaises, je dirais pas bonnes, mais moins mauvaises. Donc, des personnes qui ont des carrières pas trop hachées et voire des carrières complètes. Et souvent, leur pension donc, est relativement supérieure aux personnes qui sont recourantes. Donc, il y a le sujet de c'est quoi le seuil du minimum vieillesse, à quel est le niveau à partir duquel je garantis qu'une personne âgée de temps aura tel niveau de revenu. Mais il y a aussi l'information des assurés, le fait de les inciter à recourir. Et donc, ça, c'est un point important. Et juste, c'est délicat de dire, il faudrait faire des enquêtes plus qualitatives, interroger les gens. Pourquoi vous n'avez pas demandé votre minimum vieillesse alors que vous y avez droit? Une des hypothèses, et j'en garderai bien d'en faire une conclusion, c'est que c'est une des seules prestations sociales qui fait le sujet d'un recours sur succession. Vous demandez quand vous êtes vivant, donc on vous donne cet argent, mais il se peut que vous ayez du patrimoine par ailleurs et que vous allez léguer à vos enfants. Et donc là, l'État récupère une partie et ça fait partie des sujets qui peuvent bloquer les gens dans le recours à ce minimum vieillesse. Donc voilà, pour conclure ce sujet du non-recours, comment on lutte contre le non-recours, au-delà du seul minimum vieillesse, et avoir en tête que c'est un dispositif majeur qui réduit le taux de pauvreté des retraités. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Marino. Et on a aussi quelques idées concernant les différences entre les femmes et les hommes. On a aussi la question de l'accessibilité de toutes et tous à ce type de prestations, donc qu'il faut aussi financer. Donc maintenant, on va donner la parole à Madame Anne-Marie Guillemard, qui est professeure émérite de sociologie à l'Université de Paris et elle est aussi chercheuse dans le Centre d'études des mouvements sociaux. Et merci beaucoup, Madame Guillemard. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici et je remercie vivement les responsables scientifiques de cet événement. Alors, moi, mon message, si j'essaye de le résumer, on nous a demandé de parler sur les défis. Alors, quels sont les défis par rapport aux réformes des systèmes de retraite? J'en vois deux. Le premier, c'est évidemment rétablir la soutenabilité financière des régimes de retraite. Et là, il y a un certain nombre avec des réformes paramétriques. Donc, on verra les réformes paramétriques possibles. Et puis, deuxième défi, à mon sens majeur,
beaucoup plus important, et qui conduit à des réformes systémiques, c'est-à-dire comment adapter les systèmes de retraite, et ça c'est un enjeu tout à fait majeur aujourd'hui, à l'évolution du marché du travail et à l'évolution des temporalités et des parcours de vie. Nous ne sommes plus dans une vie à 3 temps, avec une entrée sur le marché du travail à peu près au même âge en moyenne et une sortie vers la retraite à un âge légal pour tout le monde pareil, dans une logique de couperet. Cette vie à 3 temps s'est achevée avec les mutations du travail, avec les transformations des temporalités en lien avec la longévité croissante. Quand on vit 100 ans, la manière dont on vit n'est plus du tout la même, et nous assistons à un enchevêtrement des temps sociaux. Par exemple, la formation, c'est tout au long de la vie, c'est plus au début comme dans le rythme à 3 temps de la vie, où l'éducation, c'était la première étape, ensuite le travail et ensuite la retraite. Nous ne sommes plus dans ces temporalités-là, et donc ça veut dire qu'il est urgent d'adapter nos systèmes de retraite à ces nouvelles temporalités et ces nouvelles formes du marché du travail. Or, les réformes paramétriques, ce sera mon propos, ne sont pas du tout capables de faire évoluer nos systèmes vers ces enjeux majeurs. Et donc, les réformes paramétriques suscitent plus d'inégalités parce qu'elles ne sont pas adaptées aux formes de vie actuelles, suscitent de l'insatisfaction. Donc voilà mon propos, c'est de dire, et je prendrai l'exemple de la France, excusez-moi, mais pour dire, il se trouve qu'en France, en 2020, on a fait une réforme systémique, mais qui a été tout de suite supprimée. Il faut dire que c'était l'arrivée du Covid, mais bon, elle avait. Maintenant, en 2023, on vient de faire une réforme paramétrique de plus, je dirais. Depuis 2003, on les a largement additionnées, ces réformes paramétriques. Et je voudrais illustrer mon propos en disant, bon, on sait, il y a pour rétablir la soutenabilité financière, donc les réformes paramétriques, c'est évidemment avec comme seul enjeu de rétablir la soutenabilité financière. Donc, on joue sur les paramètres qui sont classiques, dont l'un, relever l'âge de la retraite, le second, moins utilisé en France, qui est allonger la durée de contribution requise pour toucher une retraite pleine. Ensuite, c'est évidemment relever les cotisations, donc abonder mieux les ressources du système. Et ça, c'est un paramètre qu'on a beaucoup fait jouer dans les tout premiers temps, mais évidemment maintenant, en Europe au moins, c'est un paramètre qui ne vaut plus parce qu'il augmente trop le prix du travail. Et aussi tout ce qui est indexation des retraites, au lieu d'être sur les salaires, les indexer sur les prix. Bon, on a joué de tout ça. Et maintenant, les réformes systémiques, alors c'est autre chose. Comme je le disais, c'est adapter le système de retraite à l'évolution du marché du travail, le rendre plus performant et plus équitable. Donc, c'était l'objet de la réforme qu'a engagé le président Macron dès son élection, sa première élection en 2017. C'était l'idée de faire une
un système universel des retraites, d'adapter le système aux nouvelles réalités du travail, donc de le rendre de concilier la mobilité, la nouvelle mobilité dans le travail. Il n'y a plus un seul métier tout au long de la vie, on change de métier, on interrompt ses parcours, on fait de la formation au milieu de la vie professionnelle, etc. Donc toute cette mobilité, comment concilier une protection sociale universelle avec la retraite et cette nouvelle mobilité du travail et ces nouvelles temporalités du travail. Ajoutez à cela une nouvelle aspiration de tous à gouverner la vie. C'est-à-dire que dans ce parcours de vie flexible, les individus veulent du choix. Ils veulent choisir leur parcours, ils veulent pouvoir être mobiles. Donc, pas du tout, on n'est plus du tout dans le rythme de vie à 3 temps qu'était celui de la vie industrielle. Donc, dans la réforme engagée en 2017, on va essayer de refonder le système français par répartition. Il faut dire aussi que le système français est l'un des seuls au monde à être en totalité en répartition. Donc, ça veut dire que il faut veiller à la solidarité entre les générations, qui est à la base de tout système de retraite par répartition. Or, cette nouvelle vie, cette nouvelle aspiration à gouverner sa vie, à pas perdre sa vie à la gagner dans la vie de travail qu'on n'a pas choisie, etc. Ça, c'est vraiment une aspiration extrêmement forte de tous, mais extrêmement forte chez les jeunes générations. Donc, il y a cette aspiration à pouvoir gouverner sa vie. Donc, dans cette réforme systémique engagée en 2017, on va prévoir que on ouvre des choix de vie, c'est-à-dire qu'on pourra partir toujours à 62 ans, c'était 62 ans depuis la réforme de 2010, engagée sous la présidence Sarkozy. Donc 62 ans, on ne bouge pas l'âge, mais on donne le choix de pouvoir partir au-delà. Donc, 62 ans devient non plus l'âge légal de la retraite, mais l'âge à partir duquel on peut partir, l'âge plancher, si vous voulez. Et donc, on ouvre, c'est très important, des choix de vie. On peut choisir le moment opportun. Donc, ça, c'est une démarche et une réforme qui, évidemment, concerne, enfin très demandée par la CFDT, un des syndicats importants, et qui souhaitait une retraite à la carte depuis longtemps, et donc qui va soutenir cette réforme. C'était une réforme systémique qui a déjà été mise en œuvre, j'en dirai un mot tout à l'heure, en Suède et en Finlande. Pour parler de deux réformes systémiques, où on abolit, dans chaque cas, comme on devait le faire dans le cas français, le principe d'un âge légal couperet de la retraite. Donc, il s'agit de quoi? De refonder le système par répartition dans la réforme française, qui, on l'a évoqué, 42 régimes, etc., pour permettre de mieux concilier mobilité et protection, et surtout de rendre le système plus lisible et plus solidaire. Donc, l'idée, c'est aussi d'optimiser les ressources nouvelles, parce que en France, on observe qu'il y a une sorte d'obsession du vieillissement démographique, alors qu'il faudrait considérer aussi la longévité. La longévité est très importante parce qu'elle nous apporte des ressources en quelque sorte nouvelles
pour faire face au vieillissement de la population. Elle nous apporte des ressources nouvelles. Pourquoi? Parce que ça veut dire la longévité, ça veut dire que les personnes qui arrivent à 60, 65 ans, 70 ans sont des personnes en majorité en bonne santé, qui ont des compétences, qui donc peuvent contribuer utilement à l'emploi, à la vie sociale, et donc il faut optimiser ces ressources nouvelles. Et donc ça devrait faire l'objet d'investissements sociaux. C'est ce que préconisait l'Europe quand elle disait qu'il faut vivre 2 ans de plus en santé, et donc c'était l'objectif. Donc c'était bien un objectif de longévité en santé. Et pour ça, il faut faire de la prévention, il faut optimiser. Prévention aussi bien sur le marché du travail, maintenir les compétences. À partir de 45 ans, c'était une chose qui en France est très à la traîne parce que il y a moitié moins de formation pour les plus âgés que pour les plus jeunes. Donc tous éléments. Et deuxième, ou troisième, je ne sais plus où j'en suis. Troisième, c'est redonner confiance aux Français dans leur système de retraite. Combien? 2. Bon. Et donc ça aussi, c'est très important. Au début de la réforme de 2017, il y avait une défiance considérable. 70% des Français, dans un sondage IFOP de 2018, jugeaient le système incapable d'assurer des pensions décentes dans un avenir proche. Donc, c'est vous dire la défiance qui pesait. Je n'ai plus beaucoup de temps, donc je vais juste évoquer la réforme de 2023. Donc, on revient, on abandonne, Covid oblige peut-être, mais enfin, ça s'était très mal terminé. Elle était revenue vers un âge pivot et donc une logique comptable après cette envolée modernisatrice. Et en 2023, on retourne à une réforme paramétrique où l'âge est le principal élément, donc création d'inégalités. Donc moi, je décris rapidement ça parce que c'est important de ne pas sombrer dans cet écueil d'une réforme paramétrique de plus qui prend l'âge de la retraite. L'âge de la retraite, l'âge légal, on le repousse de 2 ans, on le remet à 64 ans dans un délai très, très rapide, alors que l'âge n'est plus le paramètre pertinent pour gérer les populations, parce que précisément nous ne sommes plus dans un parcours de vie à 3 temps, nous sommes dans des parcours de vie flexibles et individualisés, ce qui veut dire qu'à un même âge, aujourd'hui, les gens ne sont plus dans les mêmes situations ni dans les mêmes besoins. Rapidement, je prends juste un exemple très rapide. Si vous prenez un homme de 50 ans, aujourd'hui, en termes de situation familiale, il peut être en parentalité tardive ou il peut être en IVID. Et évidemment, il n'aura pas ni les mêmes besoins pour partir en retraite, ni le même calendrier de départ en retraite s'il peut le choisir. Donc, voilà, l'âge n'est plus le bon paramètre pour gérer les populations. Gouverner par l'âge les populations aujourd'hui n'a plus de sens et n'est plus pertinent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Guillemard, avec cette notion de temporalité, cette notion de modalités de travail. Peut-être aussi ajouter une particularité de nos pays d'Amérique latine et Caraïbes, la question de la formalisation du travail. L'économie informelle est très pressante. Donc, on a la chance quand même en Europe d'avoir un monde du travail assez formalisé, avec des cotisations, avec une potentielle retraite, petite et grande ou pas, mais il est aussi cette vision à futur et ce manque des systèmes parfois dans nos pays qui est lié au fait qu'on a passé 20 ans, 30 ans à travailler dans l'économie informelle, donc on n'a pas cotisé et on se rend compte à la fin
qu'on n'a pas de retraite. Donc ça, c'est aussi une particularité à ajouter dans nos pays d'Amérique latine et Caraïbes, en effet miroir avec l'Europe, avec la France. Et maintenant, vamos a dar paso a Janet Sánchez, representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, en Bolivia. Por favor, Janet, muchas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a los organizadores, por permitirme estar aquí. Muy honrada de compartir esta mesa con distinguidos colegas, tanto desde el conocimiento académico como también desde la experiencia práctica de las políticas públicas. Escuchando veo un mar de diferencia literalmente entre lo que ocurre en Europa y lo que ocurre en América Latina, pero también encuentro algunas similitudes. Y bueno, empezaré diciendo que en América Latina, con estados de bienestar en ciernes, como los que tenemos, e incluso el derecho a las pensiones y a un retiro digno, no es percibido por gran parte de la población como un derecho y no se siente, por tanto, la necesidad de aportar, de contribuir para ese retiro, porque todavía no está internalizado en gran parte de nuestras poblaciones, sobre todo de los países relativamente más pobres, como los andinos, como los del Caribe, como un derecho, digamos, real para la población. La región que tenía como ventaja comparativa respecto a Europa el hecho de ser una población relativamente joven, pues va a perder esa ventaja. América Latina está envejeciendo mucho más rápido que el resto de las regiones y en 2050 las personas mayores serán el doble de las que son ahora. Y hacia fin de siglo ya seremos muy comparables en términos de participación de las personas mayores con las que tiene Europa. Entonces, esto nos coloca en una situación muy compleja porque partiendo de realidades, como he dicho, de estados de bienestar, digamos, débiles, ni siquiera se han logrado consolidar en la mayoría de los países, tenemos que enfrentar un problema muy complicado. Ni las familias, ni las comunidades, ni los estados están preparados. Entonces, esta dinámica rápida que está pasando pasa desapercibido en muchos de los estados de América Latina. Por supuesto, el ritmo de envejecimiento va a ser diferente. América Latina y el Caribe es una región tremendamente heterogénea, entonces vamos a tener de todo. Los que más se acercan a la realidad europea, que son los países relativamente más desarrollados, y los países que están muy empobrecidos. Igualmente, sus ritmos de envejecimiento son distintos, por tanto, no se puede trazar una agenda relativamente común, tiene que ser bastante diferenciada conforme a las especificidades de los distintos países. La calidad de vida sí ha mejorado, sobre todo en este milenio, por el boom de materias primas, pero, como he dicho, es de todas maneras muy heterogéneo según el país, según el sexo que se tenga y, por tanto, tampoco es generalizable. El talón de Aquiles, la mitad de los ocupados está en los sectores de baja productividad o en lo que llamaremos los sectores informales, sobre todo las mujeres. En países como Bolivia, donde actualmente estoy viviendo, la informalidad sobrepasa el 70%. Entonces, pensar en sistemas de seguridad social en esas condiciones es muy desafiante, por decirlo menos. Menos de la mitad de los ocupados aporta en realidad a la seguridad social en promedio en la región, no se diga en países como el que he mencionado, ¿no?
Las pensiones no contributivas han llenado un poco el vacío de la solidaridad. Yo recuerdo que serían unos 10 años, tal vez un poco más, que estuve en Europa también con una charla parecida. Todo el mundo veía con un poco de incomodidad que se hable de las transferencias monetarias, porque no se podía entender aquí en Europa por qué tienes que donar un poco de recursos monetarios, pero la verdad es que han sido los únicos mecanismos realistas que han permitido algo de solidaridad, dado que sus sistemas de seguridad social son tan atrofiados. La solidaridad, cuando la hay, se produce solo en esos sectores atrofiados que son los beneficiados de la seguridad social. Entonces, lo que ha ayudado un poquito a bajar esa gran desigualdad es justamente las pensiones no contributivas. Ellas son todavía, representan apenas un cuarto o 1 de cada 4 personas recibe una pensión no contributiva. 2 de cada 4 personas recibe la pensión contributiva y 1 de cada 4 personas no percibe nada, es decir, está en la pobreza, así sea de clase media, ¿no? Baja la pobreza. Evidentemente las mujeres son las que menos amparadas están por uno y otro sistema. Hay heterogeneidad en el acceso y hay insuficiencia en las pensiones y en la protección social de la población mayor. Como he dicho, principalmente en el grupo de países de menor desarrollo relativo, en el medio están los países andinos y en Centroamérica, excepto Costa Rica, y en el Caribe. En Costa Rica haríamos así. Exactamente. Están las condiciones bastante precarias, ¿no? El 40% de las personas mayores no acceden o tienen insuficiencia en la protección social en América Latina. Las personas mayores, por tanto, se ven forzadas a trabajar y las condiciones en el mercado laboral les son tremendamente difíciles, ¿no? Hay discriminación, hay exclusión y bueno, se juntan todas las exclusiones y la película se vuelve un poquito más complicada. Existen pobres resultados, se ha tratado de hacer reformas desde hace 40 años, digamos casi la mitad de los países de América Latina pensó que privatizar los sistemas de seguridad social era buena idea. A la mayoría, casi a todos, les fue mal. No se cumplieron los grandes objetivos que se planteaba la privatización de la seguridad social, que era mejorar la cobertura, que iban a mejorar los afiliados, que iban a bajar los costos, en fin, nada de eso se cumplió. Ya la data dura y las estadísticas así lo mencionan. Lo único que sí se cumplió es que se concentró las pensiones en muy pocas administradoras de pensiones privadas, que ahora, por ejemplo, en Chile, 7 controlan el 87% del PIB, más o menos, el equivalente al 87% del PIB. Y en el caso de Bolivia hay un duopolio, 2 controlan el equivalente al 50% del PIB. Entonces, too big to fail, hay que tratar siempre de resolver las grandes pérdidas que ellos tienen. Por ejemplo, cuando han invertido en el exterior y durante la crisis financiera casi quebraron muchas de estas administradoras de fondos privados. Como he dicho, difícil revertir incluso para ellos. Solo Argentina revirtió completamente. El resto de los países no lo ha podido hacer. De hecho, por ejemplo, Bolivia cambió su ley para revertir, pero no se ha implementado esa reversión por la sensibilidad sociopolítica,
por las dificultades técnicas y también por los temas de financiamiento. Entonces ha quedado como algo de la norma, pero que no se aplica. Solamente en la región actualmente México, El Salvador y República Dominicana tienen sistemas privados. El resto ya no los tienen híbridos cuando tienen algo de sistema privado. El Estado ha salido a, digamos, garantizar cierto mínimo de seguridad y protección con los fondos públicos. No voy a hablar de esto. El sistema de salud y cuidado se vuelve cada vez más costoso, evidentemente, y cada vez crece la dependencia funcional de esta población adulta mayor. Se estima que muy pronto, en unos 20 años, ya el 3% de la población total de los países de América Latina tendrán dependencia funcional. Entonces, la atención a cuidados y a salud que veremos en la siguiente mesa es sumamente importante. Bueno, para concluir y plantear algunas reflexiones, va a parecer que es un wishing list porque es muy difícil con el panorama y el diagnóstico que he dado pensar cómo se puede hacer lo que voy a decir, pero bueno, tengo que decirlo. Las agendas públicas deben incorporar los desafíos de este envejecimiento veloz que está ocurriendo en América Latina. Tienen que actualizar sus leyes, fortalecer las instituciones, como planteaba la ministra de Costa Rica, que en realidad están dispersas en varios sectores. Entonces hay que hacer foco, así como antes se ha pensado en la niñez, que tampoco lo hemos logrado hacer bien. Ahora ya estamos, digamos, con una población envejecida en nuestras manos que crece cada vez más. Adaptar los marcos jurídicos a una visión de derechos de este grupo poblacional. Hay que universalizar el acceso de las personas mayores a la protección social y al cuidado, a la salud. Esto es muy complejo. Hay que pensar en el financiamiento en una región que no contribuye ni aporta tributariamente mucho. Entonces hay que provocar, digamos, comunicacionalmente, levantar el derecho, levantar la conciencia al aporte. Digamos, hay mucho por hacer en la región. Hay que proveer educación, hay que dar mejores condiciones de conectividad digital en un mundo que ahora los servicios se dan a través de la virtualidad o del Internet. Y, por supuesto, como he dicho, eso va a requerir estrategias de financiamiento agresivas, toma de decisiones, requiere pactos sociales para que las condiciones políticas permitan a los gobiernos hacer esas reformas que, si en Europa son necesarias, en América Latina son indispensables. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez, por sus reflexiones. Bueno, terminamos la ronda. Voy a pasar al français. On a fini la ronde de réflexion, de présentation. On a le temps pour des échanges. Donc, levez vos mains, s'il vous plaît. Il y a des micros, donc ils vont passer. Profitez aussi que vous avez des gens qui ont voyagé depuis loin pour pouvoir échanger, notamment sur les défis. On a parlé des retraites, on a parlé des systèmes des care, des politiques du care, on a parlé des questions de financement, on a parlé des questions d'impact social intergénérationnel. Donc, maintenant, c'est votre opportunité. Ne soyez pas timide. Hein. Sur la table. Ok. Tout est clair. Mais merci beaucoup. C'est moi qui remercie. C'était vraiment très intéressant d'avoir un panorama très large et je vais pas dire grand-chose de plus que ce que vous avez vous-même dit, mais le panorama est très frappant par l'hétérogénéité des logiques. J'ai noté notamment une chose,
comme M. Marino dit, ce ne sont pas des retraites. En fait, du côté de l'Amérique latine, on appelle ça des pensions non contributives. Pour nous, en France, on est encore très accroché à un système contributif, bien qu'il y ait une progression très importante dans les contributions, notamment de la fiscalisation, finalement, de ce système-là. On continue à garder une nostalgie, en fait, d'un système qui serait entièrement par répartition, alors que, voilà, Anne-Marie l'a dit, mais malgré tout, en France, il y a quand même une partie importante maintenant qui est fiscalisée, et c'est pas négligeable. Donc, je pense on appelle ça, nous, en France, la solidarité, alors que finalement, même les systèmes contributifs sont eux aussi fondés sur la solidarité. Donc, il y a beaucoup d'écarts de vocabulaire qui marquent une espèce de sentier historique de fondation de la protection sociale qui, dans tous ces pays, ont quand même... tous ces systèmes ont déjà une centaine d'années. Donc, je voulais peut-être vous interroger mais sur la façon dont le débat public, en termes politiques, met en articulation les dimensions contributives et non contributives. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, Madame Sanchez, accroître la capacité contributive du marché du travail, c'est fondamental. Et de l'autre côté, les pays d'Amérique latine se sont engagés dans des politiques non contributives qui pèsent aussi non seulement sur les budgets, mais dans le débat politique tel qu'il se construit. Donc c'est un peu, j'ai pas une question très très précise, mais je serais intéressée à vous entendre un peu plus sur cette discussion politique qu'il y a entre augmenter les politiques non contributives à partir du budget public ou des budgets publics d'un côté, et de l'autre parvenir à faire contribuer plus les travailleurs dans des systèmes formels et enregistrés. Merci. Si vous voulez, on peut faire... ils peuvent répondre. Quelqu'un veut répondre? Jeannette? Si? Es que me están diciendo que hay que hablar lento. Sí. Tal vez le cuento, en Costa Rica nosotros tenemos un sistema de pensiones también muy institucionalizado, ¿verdad? La mayoría de los costarricenses seguimos creyendo en el sistema de pensiones público, aunque desde el 2002 aprobamos un sistema que también nos permite tener pensiones voluntarias privadas. La historia lo que nos ha mostrado, los datos lo que nos muestran es que la cantidad de personas que toman pensiones voluntarias privadas no ha sido tan grande como esperábamos. Y esperábamos que iba a haber un gran incremento pensando que esta podía ser una pensión complementaria a la pensión que me otorga el Estado. Desde lo público, entonces, tenemos dos modalidades de pensiones. La modalidad contributiva, que es la que conocemos todos, que aportamos a través de nuestro trabajo, nuestros ingresos por trabajo, y la no contributiva. Esta no contributiva está muy focalizada a personas en condición de pobreza y pobreza extrema. Y estas pensiones sí han tenido fuertes cambios a partir del año 2002 en Costa Rica. Hemos venido estableciendo cambios, que estos cambios van incrementando algunas variables que son determinantes, como mencionaba la profesora hace un rato. Por ejemplo, este año, en enero de este año, incrementamos la edad. Pasamos a una edad de 63 años para las mujeres y de 65 años para los hombres. Esto estaba antes en 57 años para las mujeres y me parece que 62 años para los hombres. A partir de este año empezamos con esa transición, que inicialmente teníamos desde el gobierno algunas preocupaciones que podría ser muy violento el cambio, pero lo cierto es que no lo fue. Sucedió y sucedió. El impacto más fuerte fue una gran cantidad de personas que se acogieron a su pensión antes de tiempo, para lo cual pagaron un porcentaje adicional y listo, no pasó nada, ¿verdad? Pero incrementamos la pensión. Otro cambio significativo que se hizo a partir de enero de este año es que el número de pensiones que se está tomando en cuenta para hacer el cálculo de mi pensión, antes era de los últimos 5 mejores años de trabajo. Ahora es de los 25 años, de los 20 años de trabajo. Los últimos 20 años de trabajo hacia atrás. Y esto tiene un cambio, por supuesto, muy fuerte en el monto que tiene la pensión, ¿verdad? Este fue otro de los cambios que aprobamos. Pero además, el sistema quedó dispuesto para que cada 5 años se puedan dar
casi que en automático los cambios que considere el país necesario, tanto en edad como en la base del cálculo para la pensión. Uno de los asuntos que se está valorando en este momento es el monto de la pensión. Hoy tenemos pensiones bastante altas con respecto al salario que tenía la persona cuando se jubiló. Ahora estamos considerando que ya ese monto se está volviendo un monto difícil de sostener y que el siguiente cambio dentro de 5 años debería de ser el monto. Esto significa un monto menor del que estarían recibiendo las personas. En síntesis, en términos de la persona propiamente, el tema de pensiones no mejora para la persona. Hay que trabajar más años, la base impositiva es más amplia y la pensión tiende a ser más baja, ¿verdad? En términos de sostenibilidad y suficiencia para el sistema, sí han sido buenas decisiones. El gran reto que sigue teniendo Costa Rica para poder hacer más suficiente y más sostenible el sistema es incorporar cada vez más personas al sistema. Hoy tenemos un 46% de la población fuera del sistema de pensiones. Aunque debo decir que la economía en Costa Rica y los puestos de trabajo están aumentando. Hemos tenido una gran cantidad de personas que se están incorporando y esto lo podemos ver a través de las cotizaciones en el sistema. Entonces, eso nos genera una gran esperanza de que quizás en los próximos años el sistema de pensiones de Costa Rica, desde el punto de vista de su sostenibilidad, va a tener una mayor holgura. Y empezamos en junio de este mes justamente a discutir a través de una mesa nacional el tema de una pensión universal para poblaciones particularmente que no han venido haciendo una cotización o una cotización suficiente para poder optar por una pensión de las que tenemos en el país. Muchas gracias. Sí, un poquito para responder la pregunta, yo quisiera plantear lo siguiente. Estructuralmente, el problema de fondo de esos sistemas de seguridad social, en muchos casos inmaduros en la región, es su desarrollo relativo y el de su mercado laboral. Entonces, con una informalidad tan grande, como he dicho, en ciertos países que llega al 70 y al 80%, es difícil pensar en un sistema de seguridad social como conocemos, con cotizaciones y mirando lo que dice la ministra de Costa Rica, ya pensando más bien en cómo mover los parámetros y ajustarse a las condiciones de su demografía. En el caso de muchos países eso es un sueño, digamos, forma parte de un grupo, digamos, son beneficios a un grupo de población demasiado reducida, ¿ya? Pero como la región es heterogénea, nosotros tenemos, yo diría, como 3 situaciones, una taxonomía de 3 grupos. Un grupo que es el que inicia con la seguridad social en el primer cuarto de siglo del siglo pasado, que son básicamente Argentina, Chile, Brasil, Uruguay. Costa Rica también es de las seguridades sociales más antiguas en la región. Y que también son países que desarrollan mejor sus mercados laborales y que crecen y tienen un mejor desarrollo relativo. Ellos sí tienen sistemas más comparables a los europeos y la discusión es distinta, ¿no? Claro, unos tienen capitalización individual, otros tienen reparto, son variopintos, pero todos tienen sistemas más maduros, ¿no? Y de todas maneras, todos ellos han tratado de complementar para la población que queda al margen con pensiones no contributivas. Luego tenemos un segundo grupo que fueron sobre todo los países andinos que recién pasado la mitad del siglo pasado fueron desarrollando su seguridad social, pero esta es muy relativa, ¿no? Entonces, como he dicho, con informalidades muy altas
estos han tenido que echar mano de las pensiones no contributivas porque no pueden hacerlo con la cantidad de trabajadores formales que se tiene. ¿Ya? Ese es un segundo. Y un tercero, que son ya los países, sobre todo caribeños o Centroamérica, exceptuando Costa Rica, que tienen sus sistemas bien nuevos y que recién están empezando. Entonces, ahí sí que las pensiones no contributivas han sido invasivas, ¿no? Han pasado no del deber ser, digamos, porque no son medidas pensadas sistémicamente sino que son medidas emergentes para evitar el deterioro de los trabajadores que se retiran, ¿no es cierto? Y que están completamente desprotegidos. Entonces, eso es lo que está pasando. Hay tres, pero ¿cómo plantear reformas? Pues eso es lo que hay que pensar. Yo creo que nos acerca, solo con eso acabo, a la realidad europea, de pensar que hay que reformar dinámicamente los sistemas de seguridad social. Porque tanto aquí en Europa como en América Latina, cada reforma a la seguridad social es un parto, ¿no es cierto? Es complejísimo, cada que vas a cambiar un parámetro, se incendia la población, en fin. Pero creo que con la realidad tecnológica y su influencia en los mercados laborales, esta es una realidad que tiene que cambiar. Entonces, Europa y América Latina vamos a tener que salir de la caja y estar pensando dinámicamente cómo vamos a ir ajustando sobre la marcha la realidad de mercados laborales más volátiles. Merci beaucoup, Madame Sanchez. Peut-être Madame Lavigne ou Monsieur Marinon ont quelques idées, notamment sur cette approche dynamique des systèmes de retraite pour assurer la soutenabilité. Pareil, Madame Guillemard, peut-être. Vous avez quelques idées, quelques réflexions. Merci. Oui, je vais quand même revenir sur l'opposition entre contributif et non contributif et comment on peut le voir dans les pays européens. Là aussi, la situation est très, très diverses selon les pays. Un pays comme le Danemark ou un pays comme les Pays-Bas, l'essentiel du premier étage du financement des retraites, c'est par l'impôt. Alors que Anthony me corrigera, mais en France, on est à 80% en cotisation qui passe sur le travail et 20% qui finance ce qu'on appelle la solidarité, qui va du minimum vieillesse, mais qui finance aussi les avantages liés au fait d'avoir des enfants, et puis qui finance les périodes d'interruption d'activité. Donc cette opposition entre le contributif et le non contributif, même en Europe, elle a un sens qui est très différent selon les pays dans le premier étage du financement des pensions publiques. Deuxième élément de complexité, si je prends un pays comme la France, alors j'ai dit il y a 80% qui est financé par des cotisations qui pèsent sur le travail et puis 20% qui finance de la solidarité par les impôts. Mais dans le débat français, quand on dit contributif, on a le sentiment de dire, voilà, je cotise et donc j'ai un retour sur ma cotisation et ma pension, elle va être fonction de ce que je cotise. En réalité, dans notre système de retraite en France, où on a l'étage de base qui est en annuité et l'étage complémentaire pour les salariés du secteur privé qui est en points, la contributivité, la véritable contributivité, c'est le régime complémentaire où la pension que je reçois dans le régime complémentaire, elle est proportionnelle aux cotisations que j'ai versées qui me permettent d'acquérir des points, lesquels points sont transformés en pension une fois que je suis à la retraite. Dans les régimes en annuité, et c'est là que la sémantique est un peu compliquée, c'est qu'on finance notre régime de base en annuité par des cotisations, mais le montant de pension, il n'est pas proportionnel aux cotisations qu'on a versées. Le montant de pension, il est calculé en annuité et donc c'est le revenu d'activité, les 25 meilleures années. Je sais qu'au Costa Rica, on ne prend pas non plus la totalité de la carrière pour calculer la pension de base. Il y a quelques pays encore dans le monde qui ne prennent pas en compte la totalité de la carrière, mais
Cette contributivité, en fait, c'est de la rétributivité à partir de cotisations. Et donc ça, c'est un élément important. J'ajoute une dernière chose et qui renvoie à des modèles sociaux qui sont différents. Et pour la préparation des réformes des retraites, ça a une importance. Dans les pays où la tradition de négociation sociale est développée, où les syndicats sont puissants et où les taux d'affiliation des salariés aux syndicats sont très importants, les négociations sur les cotisations, elles font une part, elles prennent en compte la part des cotisations employeurs et des cotisations salariés. En France, en fait, on a cette même décomposition entre les cotisations salariales et les cotisations employeurs, mais au bout du compte, le jeu est un tout petit peu biaisé en France parce que, au bout du compte, ce qui compte pour l'individu, c'est la totalité de ce qu'il aura cotisé, que ce soit l'employeur qui a cotisé pour lui ou lui qui est cotisé sur sa propre part salariée. Ce que je veux dire, c'est que dans les pays dans lesquels il y a une tradition de négociation sociale, le partage entre cotisation employeur et cotisation employé, il a vraiment du sens, au sens où les deux négocient sur cette part-là, sur chacune des parts, même si, comme dans tous les autres pays, au bout du compte, c'est celui qui ne peut pas se débarrasser de la cotisation qui la supportera. En France, c'est un peu fictif parce que les négociations ne se font pas autour de ça. Et ça, juste, je finis pour compléter l'intervention de Anne-Marie. Il y a un pays qui, quand même, a continué d'augmenter les taux de cotisation. C'est l'Espagne qui a fait une réforme assez récente où les taux de cotisation sur les salaires les plus élevés ne donnent pas de droit à pension. Donc, d'une certaine manière, on augmente les taux de cotisation simplement pour financer le régime. Et ça a beau peser sur les salaires, ça n'est pas à proprement parler contributif puisque ces surcroît de cotisation ne donne pas de nouveaux droits pour les salariés. Voilà, c'était juste la petite précision entre contributivité et rétributivité que je voulais apporter. Oui, pour compléter toujours sur ce sujet contributivité, solidarité, c'est assez compliqué de distinguer, isoler ce que c'est la solidarité. Alors, typiquement, minimum vieillesse, il n'y a pas trop de débat. On voit bien que c'est de la solidarité, à la fois en termes de financement et en termes de personnes concernées à qui on ne va pas demander un effort contributif associé. Donc là, c'est assez clair, c'est explicite. Après, même le système de retraite, la pension contributive telle qu'elle est versée par la caisse de retraite, dedans, il y a de la solidarité qui se balade, entre guillemets, parfois complètement, complètement clair. On vous donne des trimestres parce que vous avez des enfants pour compenser l'interruption de carrière. Vous avez des enfants, on vous donne 10% de pension, on compense les périodes de chômage. Ce genre de prestations, même si c'est dans la pension contributive, c'est de la solidarité. Et puis après, le bout du bout, c'est la solidarité, la redistribution, si on la voit, comme disait Anne, en termes un écart au droit commun, un écart au retour sur investissement strict, qui est assez compliqué dans les règles de retraite. Donc, distinguer ce qui est solidarité, il y a différents étages. La solidarité clairement explicite, pour laquelle c'est facile de mettre un financement dédié en face. Typiquement, pour le minimum vieillesse, c'est de la CSG, c'est l'impôt qui mobilise toutes les assiettes, le travail, le capital, les revenus de remplacement. Donc, c'est l'impôt à assiette large tel économiquement, on l'aime bien, quoi. Après, il y a d'autres dispositifs plus cachés, et c'est plus difficile d'associer un financement derrière. Effectivement, pour revenir sur le financement, en France, on a 75-80% de cotisation, donc ça reste prépondérant. Quand même, on voit une hausse de la part de la fiscalité derrière. Et la logique, alors des fois il y a une logique de j'isole la solidarité, je mets le financement dédié en face, je mets le FSV, je fais une caisse isolée qui a vocation à financer ce dispositif-là. Mais après aussi la logique au-delà de financer la solidarité, parce que ce qu'on veut dans un monde théorique, c'est tout ce qui est contributif, c'est de la cotisation, et tout ce qui est solidaire, c'est de l'impôt. Bon, c'est extrêmement compliqué, mais il reste quand même une hausse de la participation des ressources fiscales, parce que au-delà de cette logique un peu Beveridge-Bismarck, c'est de se dire, à un moment donné, est-ce que je dois tout faire reposer sur le travail? Et on voit qu'on cherche d'autres ressources, on va mobiliser le consommateur, on va refaire mobiliser le revenu du patrimoine et du capital.
Après, ça augmente progressivement, mais on voit que c'est une tendance récente. Et le risque vieillesse, c'est pas le risque où on va plus mobiliser des ressources fiscales par rapport à maladie ou d'autres risques, mais on voit que c'est une dynamique qui commence à monter, quoi. Et typiquement, on va chercher des impôts, on considère que sur les bas salaires, en dessous d'un SMIC,6, là, ce serait défavorable à l'emploi de faire payer les gens une cotisation pleine, parce que ça coûterait trop cher à l'employeur. Et donc, il y a une politique depuis 30 ans d'allègement sur les bas salaires. Et donc, c'est un choix collectif de dire, en face, il y a un impôt qui compense ça pour les caisses de retraite, quoi. Bon, je voulais revenir sur une question qui a été évoquée par nos intervenants d'Amérique latine. C'est l'interconnexion finalement entre le marché du travail et l'assurance vieillesse. On voit bien qu'il y a une très forte interconnexion et qu'on ne peut pas penser la création d'une assurance vieillesse ou sa réforme sans la penser en conjonction avec une action sur le marché du travail. Et donc, ça, c'est souvent l'erreur, notamment des réformes paramétriques qui s'enferment dans le système de retraite et qui ne voient pas, par exemple, la dernière réforme française est assez typique de ça, la réforme paramétrique de 2023, où vraiment on était enfermé dans le système de retraite et son paramètre de l'âge. Et donc l'idée qu'on allait prolonger la vie active, ce qui est évidemment un paramètre très important pour équilibrer les finances, les dépenses sociales en gros, parce que évidemment si on allonge la vie de travail, on a un double dividende pour le système de retraite, moins de cotisations, plus de cotisations qui rentrent et moins de pensions à verser. Mais pour agir là-dessus, il faut bien sûr aussi agir sur le marché du travail. Et si on s'enferme dans le paramètre de l'âge, on n'a pas les résultats escomptés. Voilà, donc cette connexion est très importante et je pense particulièrement pour les pays d'Amérique latine où effectivement, si on veut créer une assurance vieillesse publique, il y a le problème des cotisations, donc il y a le problème du travail informel, etc. Et ça appelle un certain nombre de mesures. Oui, Madame la Ministre voudrait faire une petite aclaration, petite précision. Gracias. Es que quisiera aclararlo para que no quede mal interpretado. Cuando señalé que las reformas en las que ha venido avanzando Costa Rica no han sido las mejores en términos de que hay que trabajar más años, tengo una base contributiva más amplia, ¿verdad? Esto no es que lo hacemos de manera indolente, ¿verdad? No es que eso es lo que queremos para las personas. Es que tenemos una preocupación que es aún mayor y es que el sistema de pensiones del país caiga por un tema de sostenibilidad. Y ese sería un efecto mayor, ¿verdad? Porque significaría entonces que la población dejaría en su totalidad de recibir una pensión. Entonces, entre la posibilidad de poderle garantizar recursos a un buen número de la población y la posibilidad de no dar nada, era la posibilidad de dar nada, aunque esto signifique una desmejora de las expectativas iniciales que tenían las personas hace 20, 30 años atrás cuando ingresaron al sistema. Quería nada más aclararlo para que no generara dudas. Muchas gracias. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut passer à la pause café. Ah, on a une toute dernière question. Et après, on peut passer à la pause café et comme ça, on peut se réveiller. Bonjour, je voudrais juste revenir sur la question de la Bolivie. Je suis un peu touché sur les 70% des actifs dans l'informalité. Donc, je fais une comparaison dans les pays en développement. Donc, vous savez, la Bolivie se trouve dans l'Amérique latine et je connais un peu le système brésilien
Je voudrais savoir si il y a des points communs, parce qu'au Brésil, vous savez, il y a un système de gratuité de soins. J'amène le curseur un peu sur l'accès aux soins, parce que la protection sociale, c'est vaste. Voilà. Je voudrais juste savoir s'il y a des points communs, parce que la Bolivie a en train d'appliquer des politiques de gratuité élargies à tous les âges. Et ce système existe au Brésil depuis longtemps. Donc, l'accès aux soins au Brésil est gratuit, bien qu'il existe des systèmes, des régimes de soins, des régimes de couverture maladie pour les fonctionnaires, mais l'accès de manière globale est gratuit. Je voudrais savoir s'il y a des points communs ou s'il y a des points qui sont différents. Qu'est-ce que vous pensez de cette politique actuellement en Bolivie, peut-être qui serait un benchmarking de la politique existante au Brésil? Peut-être Madame Sánchez, une réponse. Y après, on va passer a la pause café. Merci. Sí, bueno, son un poco diferentes el sistema de seguridad social en Bolivia. Es, como he dicho, más acotado que tú has estado allá y en efecto es mucho más reducido. Es de capitalización individual porque, como he dicho, partía de una reforma que buscó privatizar, pero que se ha ido poco a poco complementando con las pensiones no contributivas y también dando posibilidad de, digamos, una opción, ¿no es cierto?, para que pueda haber algo de solidaridad, de reparto. Eso en el tema de pensiones. Y en el caso de Brasil es un poco distinto porque es sobre todo un sistema de reparto que tiene también un complemento, eso es lo común, con las pensiones no contributivas. Y en la parte de atención de salud tienen puntos en comunes también, porque la brinda el sistema público de salud. La dificultad es que la oferta es muy reducida frente a la demanda, más con población envejecida que requiere mucho más prestaciones y servicios. Por supuesto, Brasil tiene más capacidad de financiar su sistema de salud pública del que tiene Bolivia. Entonces, Bolivia se fundamenta mucho, la población envejecida se fundamenta mucho en las redes familiares de cuidado, ¿no? Y lastimosamente quienes ya no van teniendo esas redes porque las familias se van reestructurando, van cambiando y ya no se hacen cargo de los viejitos, lastimosamente tienen que permanecer en el mercado laboral en condiciones bastante difíciles, ¿no? Y esa es la realidad que vemos cotidianamente en Bolivia, donde los viejitos están vendiendo sus frutas, sus caramelos, digamos, buscando sus maneras para sobrevivir. Merci beaucoup, Madame Sánchez. Donc, on applaudir tout le monde. Merci. Également, merci aux interprètes. Merci aux interprètes qui font un travail remarquable. Donc, on va revenir à la salle d'ici 15 minutes et bonne pause café. Merci.